Salut à tous, on est de retour pour un nouvel épisode du CQFR comme d'habitude, toujours avec Shai. Shai, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que le foot ne t'a pas laissé trop de traces Non, ça va, ça va. sur l'organisme? C'est de la pré-saison, c'est pas des matchs officiels, tout va bien, tout se passe bien. T'es pas encore trop KO, tu seras présent aussi ce soir au rendez-vous pour la late Évidemment, session. non mais évidemment, ça, même avec une heure de sommeil, ça se rate pas une late session, hein. Soyez là à 23 h ce soir, les amis, d'ailleurs. Voilà, le rendez-vous est pris. En attendant, on va quand même évidemment parler de l'actualité basket. On va rester sur un thème qui a déjà été abordé hier. Voilà, j'espère que ça ne vous saoule pas de reparler de Damian Lillard, mais pour le coup, il y a eu pas mal de nouvelles pendant la nuit en fait. Et je pense que cette fois-ci, on peut parler sur des un peu plus. On peut donner des, pas des faits, mais des informations ou de cas des rumeurs un peu plus précises, un peu plus concrètes. Ouais. On va commencer notamment avec l'intérêt des Raptors, ce qu'on a déjà évoqué hier. Et en fait, on a eu hier soir des interventions de plusieurs insiders américains, dont Mark J. Spears, qui considère lui carrément les Raptors comme les favoris pour accueillir Damian Lillard aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ce qu'on disait un peu hier, c'est que moi, ce qui me fait dire qu'il va se passer quelque chose peut-être avant les camps d'entraînement, c'est cette espèce de concordance des sources et d'activités qu'il y a autour du dossier qu'on n'avait plus ces dernières semaines ou même pendant l'été. C'était quand même très très timide. Depuis la demande du trade, il y a eu quand même beaucoup de périodes de vide où il se passait rien. Et Ouais. là, c'est que des médias sérieux ou proches des Raptors, par exemple, puisque là, on parle des Raptors. Mark J. Spears, c'est ESPN, c'est quelqu'un qui est connecté aux joueurs et aux agents. Il dit, sa citation, c'est dans NBA Today, je crois, il dit bah, c'est le calme plat du côté de Miami, l'intérêt de Chicago s'évapore, l'équipe la plus active, ce sont les Raptors. J'ai 2 dirigeants NBA qui m'ont dit que Toronto est bien le courtisan principal de Damian Lillard. Et après, tu as des sources canadiennes aussi, c'est pas anodin. Je sais que toi, tu aimes bien justement les sources, Ouais. les insiders, même si c'est pas les plus connus sur la scène nationale. Michael Grange, Sportsnet Canada, les Raptors sont dans le coup. On n'est pas sur un trade imminent, mais des progrès ont été faits. Un dirigeant avec lequel j'ai parlé pense que les Blazers vont le trader cette semaine. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, ils attendront la deadline comme les Nets l'ont fait avec Durant. Et pareil Et, aussi, et, ouais. Pardon, je te coupe juste pour cette histoire de date. Il y a une date importante, c'est celle du 2 octobre. C'est le début du Media Day, reprise de l'entraînement le Hmm. 3. Le 2 octobre, j'imagine que les Blazers n'ont pas forcément envie de faire venir Damian Lillard le 2 J'avoue. octobre devant tous les journalistes de l'Oregon et sans doute en plus du coup des journalistes nationaux qui vont se déplacer pour l'occasion. Et Lillard qui se met à répondre à 50 questions et tous les autres joueurs qui se mettent à répondre à 50 questions concernant un trade de Damian Je Lillard. pense que tu as tout à fait raison de le préciser et je n'avais même pas en tête cette date-là et du coup ça accrédite aussi la thèse d'un trade là prochainement parce que c'est quand même un peu malaisant. Tu organises un Media Day, tu as envie que Scoot Henderson, les autres jeunes joueurs chez Don Sharp et tout soient peut-être mis en avant, qu'on parle de l'avenir de l'équipe et il y a ça autour qui est... Enfin, Lillard va ne pas se pointer, enfin, je crois que je suis même pas sûr qu'il ait le droit de ne pas se pointer au Media Day donc... ouais, je pense que la date est bien. Et puis pour finir, la confirmation aussi, TSN Canada, Josh Lewenberg, l'intérêt des Raptors est réel. Alors lui dit on en fait peut-être un tout petit peu trop sur le côté imminent. Ça c'est aussi un son de cloche qu'on entend pas mal. Il précise quand même, et ça on en parlera du coup pour la nature de l'offre et peut-être du deal final. Il dit ils ont déjà pris un pari par le passé avec une star mécontente, donc Kawhi Leonard hein, évidemment. S'ils le font à nouveau, ils vont réclamer que le risque soit inclus dans le prix à payer pour le faire venir. Voilà. C'est sa seule réserve, c'est que ça doit encore négocier, qu'ils ne sont pas encore arrivés à quelque chose de stable. Il dit aussi d'ailleurs que le statut de favori est un peu exagéré. Et Hmm. c'est pas le seul. J'ai vu aussi, alors c'est pas vraiment un insider, mais Hardwood Paroxysme, certains Ouais, connaissent peut-être ce compte Twitter, lui aussi, et c'est pas le seul que j'ai vu, mais j'ai oublié, il y a un deuxième insider qui a dit la même chose que lui, mais j'ai oublié son nom, qu'à chaque fois que le deal était proche de se faire, en fait, Masai Ujiri, il sortait des négociations, hmm. et que du coup, il y en a qui se posent la question de savoir est-ce que les Raptors sont vraiment intéressés, enfin, est-ce qu'ils veulent vraiment Lillard ou est-ce que c'est pas aussi un levier de pression? De toute façon, c'est la difficulté de ce dossier, c'est qu'il y a un peu tout et c'est difficile d'y voir clair, c'est ce qu'on répète plusieurs fois. Pour j'ai perdu, ça m'arrive hein, décidément en ce moment, je perds le fil de ma pensée, je parle trop. Donc il y a un intérêt réel des Raptors, mais on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que c'est juste du coup un moyen de pression. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on disait juste avant ça Alors je sais pas, moi juste Mon Dieu, là c'est catastrophique, je sur la m'excuse les amis. discussion, je suis quand même en train de me demander que fait Miami quoi, parce que
Alors, j'imagine qu'ils sont quand même pas non plus sortis du dossier, même si on entend ici et là, ah bah ils vont finalement peut-être attendre, ils veulent peut-être plutôt Yanis dans un an. Enfin, je sais pas ce que font les. Est-ce qu'ils ont vraiment fait l'offre maximum qu'ils pouvaient faire? Est-ce qu'ils ont été vraiment dissuadés Bah, par les Blazers? Je sais pas. apparemment, ils auraient proposé juste Tyler Hero et 2 pics. Franchement, Ouais. c'est limite, tu te dis, mais vous en voulez pas en fait de Damian Lillard. Hmm. Tu peux pas proposer Tyler Hero et 2 pics et penser que ça va suffire. Ça c'est ce qui a été rapporté Ouais. par Mark J. Spears d'ailleurs, d'ESPN, donc fiable. J'ai retrouvé le fil de ma pensée. Je voulais faire une comparaison avec Kawhi Leonard parce que c'est vrai que la comparaison est facile. On se dit, bon, les Raptors l'ont déjà fait une fois. Je trouve que c'est quand même deux situations très différentes. C'est-à-dire qu'à l'époque, Toronto avait une équipe qui allait loin et régulièrement en playoff, mais à qui il manquait un petit truc pour passer le cap. Et ce petit truc en question, c'était quand même une meilleure superstar. On sentait que DeMar DeRozan avait une limite. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait plein de moqueries à l'époque. C'était Toronto, DeRozan, Laurie, ça va choke, LeBron va les sortir, Ouais, c'est ça, il y etc. avait toujours LeBron sur le Et terrain, de toute façon. et ils ont fait un deal complètement différent, c'est-à-dire qu'ils ont échangé leur star contre une autre star. Il y a rien d'autre dans le deal de mémoire, ou presque rien. Ah, c'est ça, je Donc en crois. fait, ils ont vraiment fait un move qui était taillé pour le titre. Là, en fait, les Raptors, à l'heure actuelle, ils ont une équipe correcte, mais on est loin de l'équipe qui jouait des seconds tours chaque année. Là, c'est une équipe qui ne s'est même pas qualifiée en playoff cette saison. Et tu vas ajouter une star qui n'est. J'adore Lillard, mais qui n'est pas Kawhi Leonard et qui est certainement pas le Kawhi Leonard de 2017, de 2018, pardon. Lillard, il est plus vieux que Leonard à cette époque. Leonard était rentré dans son prime. Il avait déjà été MVP des finales, il avait déjà gagné un titre. En 2016, il est quasiment MVP. C'est lui qui aurait dû être MVP sur la saison 2016-2017, pardon. Pas 2016. 2016, c'est le MVP à l'unanimité. Le titre de Westbrook. Ouais, celui de Westbrook où il y avait cette fameuse course à 3, Westbrook, Harden, Leonard. Le meilleur joueur de la NBA à ce moment-là, c'était Leonard. Donc là, tu es un an après que Leonard ait été le meilleur joueur de la ligue. Tu vois, potentiellement, tu récupères un des 4 meilleurs, au moment où ils font ce deal, ils récupèrent un des 4 meilleurs joueurs du monde, tu vois. Ouais. Là, Lillard, oui, c'est peut-être dans le top 10 ou top 12 des meilleurs joueurs NBA, mais c'est plus en fin de top 10. On n'est pas sur un top 5. Et je trouve qu'il y a une vraie différence. Et en plus de ça, tu vas devoir lâcher. Et là, ça rejoint, et c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais sur ce que rapportait Lowenberg. Tu vas devoir lâcher quand même plus de choses. Pas un DeRozan, pas ta star, mais là, je peux le donner le deal possible, tu me dis ce que tu en penses. Le deal possible, ça serait donc Gray Dick, qui intéresserait les Blazers, le rookie qui a été fraîchement drafté, OG Anunoby, quand même un très bon joueur, Gary Trent Jr. et des pics. Ça, c'est le deal pour Lillard. Donc, tu lâches quand même plus d'atouts que dans le cas du trade de Leonard, même si tu lâchais un All-Star en la personne de DeRozan, bien sûr. Ouais, non, le seul point commun, je suis d'accord avec ta comparaison, hein, c'est vraiment, justement avec le fait de pas trop s'attacher à ce que ce soit une situation similaire, même sur la durée du contrat restant pour Lillard. Enfin, Kawhi, c'était clairement un pari one shot, et je pense que tout le monde savait qu'il y avait très peu de chances qu'il reste quoi qu'il arrive. Là, Lillard a encore des années de contrat, c'est effectivement pas le même type de joueur que Kawhi, qui à l'époque était pas aussi sujet aux blessures. Il y avait, avec les Spurs, il y avait eu un truc à la fin, c'est aussi pour ça que ça s'était terminé, mais tu as raison, c'était un joueur quand même très fiable et qui était monstrueusement fort à ce moment-là. Pour l'offre me paraît pas mal. Tout dépend, à chaque fois c'est pareil, est-ce que Portland à quel niveau ils estiment Grady Dick, qui est bon, qu'on a vu plutôt bon en Summer League, qui est un joueur intéressant, c'est un lottery pick, même si c'est bas, 13e choix. Anunoby, c'est quand même plutôt bien aussi, que dans l'optique, si Portland est dans l'optique de reconstruire avec des joueurs qui sont même pas encore forcément dans leur prime, Anunoby c'est très bien, hein. Tu as déjà un stopper, tu prends un stopper défensif qui a beaucoup progressé offensivement aussi au fil des ans. Gary Trent c'est plus peut-être un joueur d'appoint, même si c'est un bon scoreur aussi. C'est déjà passé par Portland d'ailleurs. Et déjà passé par Portland, donc peut-être que ça le ferait aussi. Pourquoi pas? Est-ce qu'on est sur, là on serait sur du 1-1, un trade 1-1, ou est-ce qu'il y a encore des autres équipes? Alors justement, en fait, apparemment, quelle que soit la destination de Lillard, Phoenix viendrait se greffer dans le deal. Ok. En fait, l'idée de Phoenix, c'est d'échanger DeAndre Ayton contre 2 joueurs. Donc il y aurait Yusuf Nurkic.
moi, j'en ai déjà parlé dans un Ouais. CQFR. Je pense que les Suns, c'est une erreur, mais j'ai même vu un tweet d'un insider qui explique que Frank Vogel veut baser sa défense sur un pivot comme Nurkic. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont regardé jouer les Blazers? Alors attention, il est solide au poste, hein, mais il va se faire exploiter sur pick and roll à la mort. Mais enfin bref. Bref, tout ça pour dire Nurkic irait à Phoenix, Ayton irait à Portland, et du coup, Phoenix récupérerait aussi un joueur en plus. Là, par exemple, si on est dans le cas de Toronto, ça pourrait être Gary Trent Jr. Ok, ouais. Donc Phoenix transformerait Ayton en Gary Trent Jr. et Yusuf Nurkic, approfondirait sa rotation, ça serait quand même assez solide. Et pour Portland, tu aurais une équipe qui, en perdant Lillard, là, si on reste toujours dans le cas de Toronto, aurait derrière Scoot Anderson, Anthony Simons, Shadon Sharp, OJ Anunoby, Gray Dedick, Ouais. DeAndre Ayton. Sacrée reconstruction quand même. Ouais, ça va. Et comme je disais, que des joueurs qui dépassent pas les 25 ans ou de très peu, c'est quand même. Ouais. Là, ça ressemble à un projet de reconstruction où il n'y a pas besoin de tanker pendant 10 ans. Tu vois. Je pense même qu'ils seront. Ça peut même. Bon, c'est la conférence Ouest, donc c'est difficile. Si ton meilleur joueur, ton joueur le plus expérimenté quasiment, c'est Ayton avec Anunoby, bon, tu peux être dans la discussion peut-être pour le play-in, quoi, je pense. Mais non, mais oui, ce deal est bien. Et j'en reviens à ma question, mais que fout Miami en fait? C'est-à-dire que tu sais que t'as Lillard qui veut venir chez toi. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pas proposé. Si tu me dis que Spears dit qu'ils ont proposé Tyler Hero et 2 tours de draft, on n'est plus sur l'offre max dont ils étaient capables à un moment, selon eux, avec plus de tours de draft, peut-être du Jovic aussi, enfin des joueurs comme ça en plus. On n'est plus du tout sur ce délire-là en fait. Donc je sais pas. Je sais pas si eux ils croient pas du tout à ce qu'un trade se matérialise rapidement et qu'ils se disent bah sur le long game on va l'avoir. Ça va traîner jusqu'à la deadline de février et du coup on aura juste à récupérer à faire l'offre qu'il faut. On sera les seuls et Lillard devra toujours aller quasiment que chez nous. Donc je suis un peu interpellé parce que fait Miami. Ouais. Mais moi, en fait, avec le recul, j'ai lu aussi que. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a essayé de donner un peu plus d'infos. Là, pour le coup, on en a donné pas mal déjà, mais il y a une de plus encore. J'ai lu que Miami, en finale, les atouts de Miami n'intéressent pas Portland. C'est-à-dire que ce soit Nikola Jovic, Jovic, il est fort, mais c'est très jeune et en NBA, tu sais pas ce que ça vaut, tu sais même pas vraiment quel est son potentiel encore. Tyler Hero, je crois que nous deux, on en a déjà parlé plusieurs fois. On a expliqué pourquoi, malgré son talent, c'était pas forcément le profil le plus recherché du côté de Portland. Non, au niveau des arrières. Être réexpédié dans une troisième équipe. Dans une troisième équipe. Ouais. Mais il faudrait du coup une troisième équipe qui, elle, est prête à mettre des assets en direction de Portland, qui va intéresser Portland, et combien d'assets. Et en fait, derrière ça, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes du côté de Miami. Les pics sont lointains, il n'y en a que 2. Toronto t'en proposera 2 aussi, en plus d'avoir OG Anunoby et Gray Dedick, plus la possibilité de récupérer Ayton. Je comprends que... J'ai l'impression que le deal avec Miami, la seule manière pour que ça se fasse, ce serait que les Blazers aient envie de faire une fleur à Lillard, quoi. Ça, c'est le truc de départ, c'est-à-dire que c'est ce que Lillard espère. Et ils lui ont dit oui, on va tout faire, et ils l'ont dit publiquement, on va tout faire pour, mais d'un côté, il faut se mettre à leur place aussi. Ils peuvent pas. C'est cool de faire une fleur à un joueur si c'est possible, mais il faut qu'ils pensent à leur avenir aussi, en fait. Donc je comprends. C'est Lillard qui a sollicité le départ. Lui, il peut peut-être considérer qu'ils n'ont pas tout fait pour construire une équipe compétitive autour de lui. Mais là, leur position, elle est logique. C'est logique d'écouter les propositions potentiellement plus alléchantes. Donc écoute, on va voir ça. Je maintiens que toute l'espèce d'activité là, le fait qu'on entend des rumeurs de plein de gens, pas juste d'un insider, d'un journaliste, ça me fait quand même dire que ça discute fort et qu'on n'est pas très très loin de quelque chose. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai que tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas un jour où on n'en parle pas. Il y a des infos qui sont pas plus ou moins fiables, mais on ne sait pas trop vraiment à quoi s'attendre exactement en termes de date à laquelle ça va se boucler, où est-ce que ça va aller. Là, ça fait plusieurs jours qu'on sent quand même que Toronto est passé à l'action quand même. Je vais continuer sur le dossier, parce que j'ai envie de te poser une question. Alors, j'ai vu des fans des Blazers se demander, mais pourquoi c'est pas Scottie Barnes dans le deal?
autre info enfin, voilà, qui ressort, autre rumeur, c'est le fait que Barnes n'est pas disponible, ne serait pas rendu disponible par les Raptors. Pour moi, ça a du sens. Ils ne l'ont pas rendu disponible pour Kevin Durant. Je crois que c'est ce qu'on disait hier. Pourquoi le faire pour Damian Lillard? Ouais. Il y a un moment, même s'il sort d'une saison sophomore un peu moins excitante que sa saison rookie, je trouverais ça très bizarre de faire marche arrière au bout de 2 ans et de se dire bon, bah, ok, on t'a pas échangé contre Kevin Durant, mais là, Damian Lillard, on va aller te chercher. Tout ça pour en venir à l'effectif des Raptors. Donc, il resterait Scottie Barnes. Si on reste toujours sur cet exemple qu'on a utilisé, Scottie Barnes, Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Damian Lillard, du coup, Damian si Lillard. ouais. Et est-ce que j'oublie quelqu'un de marquant? Je parle dans les joueurs marquants. Parce qu'après, il y a toujours des bons jeunes, il y a toujours des bonnes trouvailles du côté de Toronto, mais oui, dans la rotation, il y a les Coloco et les joueurs comme ça, c'est bon, c'est pas mal. Mais... Chris Boucher, il y a Dennis Schroeder qui vient de signer, mais bon, Otto Porter, cette équipe enfin, je sais pas, imaginons qu'il y ait ce trade là. Quel potentiel tu vois pour cette équipe, toi? Mais je pense que je serais un peu plus optimiste que toi. Parce que je comprends très bien la raison pour laquelle tu dirais non, mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce qu'avec Lillard en plus, t'es vraiment si fort? Mais moi, j'essaie de prendre en compte le paramètre conférence Est, qui me semble encore être la conférence la plus ouverte. La preuve, c'est qu'on met des équipes comme Indiana et Orlando dans le play-in quand on parle d'éventuels pronostics entre nous. Je pense qu'ils seraient compétitifs, mais après, si l'objectif final, c'est le titre absolument... C'est sûr que c'est pas. C'est aussi pour ça que Lillard il a dit qu'il voulait que Miami, parce qu'il l'a identifié comme une équipe qui allait souvent en finale et c'est ce qu'il veut aussi. Il veut partir de Portland, pas pour être un Portland à l'est quoi. donc je comprends. Mais par contre l'équipe telle quelle, j'aime assez bien la combinaison Siakam Lillard. Si Scottie Barnes il a stagné en saison sophomore, mais le contexte n'était pas le même, équipe un peu moins compétitive. Siakam, Barnes, Lillard. Poeltl, c'est quand même c'est pas mal. J'aime bien, je trouve que c'est pas mal et qu'à l'Est, tu peux peut-être faire même 3, 4 ou 5 peut-être, qui sait, sur un bon... Mais oui, si la question c'est est-ce que c'est des contenders avec ça, je pense pas en fait. Ça peut être des outsiders et encore. Ça me paraît très très éloigné de Boston ou de Milwaukee. Voilà, j'allais te dire, ok, ne visons même pas le titre, visons ne serait-ce qu'être en course pour les finales de conférence. Ouais. Excuse-moi, alors déjà, moi je trouve que Barnes et Siakam, j'ai toujours une espèce de réticence à me dire que les deux vont fonctionner ensemble. Déjà, il y a ce truc-là, c'est-à-dire que Scottie Barnes serait encore obligé de jouer 3. Je pense que c'est pas son poste en NBA. Je pense qu'il est condamné, enfin il est condamné, c'est pas une condamnation, mais il est amené à jouer 4. Surtout que là, le 5, il y aurait Poeltl, Siakam, Barnes, ça va manquer de spacing, ils vont se marcher dessus. Lillard, voilà. Regarde, c'est pas bien de faire des comparaisons d'équipes en prenant juste les 5 majeurs, mais tu as Siakam, Poeltl, Barnes, Lillard d'un côté, de l'autre, tu as Giannis, Holiday, Middleton, Brook Lopez. Excuse-moi, il n'y a pas photo. Je vois même le Miami actuel avec Jimmy Butler, Bam Adebayo. Est-ce qu'il a beaucoup à envier aux Raptors hypothétiques de Lillard et Siakam, quoi? Non, mais c'est pour ça que Lillard, il veut aller là-bas. Il a clairement identifié le truc. Mais lui, de ce qu'on dit, il veut pas aller à Toronto, Lillard. C'est ça le truc aussi. C'est-à-dire que lui, du point de vue Lillard, je pense qu'il se dit comme toi. Il se dit, non, mais j'ai pas envie d'aller là-bas, ça me servira à rien. En plus, si j'y vais, je suis bloqué pendant 2 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans, je crois. 3 saisons, en comptant celle-là. Ça se comprend, en fait. Mais d'un côté, si ça se fait, je comprends aussi Toronto qui se dit... on se fait une spécialité relancer, c'est peut-être pas le terme, mais de faire des gros paris avec des stars, les convaincre que sur une saison au moins, il peut se passer quelque chose. J'imagine que c'est l'état d'esprit d'Ujiri, mais je suis d'accord, ça fait pas des Raptors un contender, et du coup la demande de Lillard, elle serait de départ, elle serait moins légitime si c'est pour aller vers Toronto. Mais lui, il a pas décidé, lui il veut juste aller à Miami, donc... Apparemment, voilà, Mark J. Spears assure quand même que Lillard serait professionnel et se pointerait j'imagine, bien sûr, à Toronto. Moi aussi, mais je serais lui. Je vois que c'est Toronto. Je le répète, je pense que je suis à 2 doigts d'aller voir Joe Cronin et de lui dire non, mais vas-y, tu sais quoi, je reste, je joue comme ça, tout le monde se souvient qui je suis. Parce que j'ai l'impression que Damian Lillard, pendant chaque intersaison,
surtout quand on le voit peu en playoff ou pas du tout, comme c'était le cas, il y a un peu un oubli du joueur qu'il est. Ouais, bien C'est sûr, quand même un bien mec sûr. ultra, ultra fort. Tu vois, genre, je joue, je tourne à 30 points par match, tout le monde se souvient un peu qui je suis et les offres, elles montent, quoi. Parce que, enfin, moi, dans son intérêt à lui, arrivé à Toronto, la ville est chouette, la franchise est bien gérée, l'équipe, comme tu l'as dit, serait compétitive, mais il manquerait des vrais atouts Ouais. avant que les Raptors puissent figurer. Là, voilà, lui, il veut rejoindre une équipe censée jouer le top 3 de la conférence chaque année, pas sur un malentendu, tu vois. Mm. Donc, bon, moi, je trouve que c'est pas forcément dans son intérêt à lui, mais bon. Allez, on va peut-être changer de sujet. On a fait long sur Lillard. On peut aborder un autre sujet peut-être en vitesse, celui de Chris Paul et des Warriors. Est-ce que tu as la quote de Steve Kerr sous les yeux ou est-ce que tu as besoin que je la lise? Je l'ai, tu me l'as Ok. envoyé tout à l'heure. Donc là, c'est la traduction d'un passage de Steve Kerr devant la presse, traduction faite par Basket Info sur Twitter tout à l'heure, ou Ouais. hier, je pense, peut-être hier soir. Donc la question c'était, je pense qu'on lui a posé peut-être 10 000 fois déjà, c'est est-ce que Chris Paul sera titulaire, est-ce qu'il sera remplaçant? C'est une question que nous-mêmes on s'est posée, hein, on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Moi j'imagine qu'il sera titulaire, je crois qu'avec Théo vous étiez plus à dire non mais il faut que ce soit le second unit et ce sera le second unit je pense. Donc voilà ce qu'a répondu Steve Kerr. Ma façon de voir les choses, c'est qu'on a 6 titulaires en gros, mais seuls 5 peuvent démarrer chaque soir. Je n'ai pas encore décidé. Je vais voir comment ça se passe durant le training camp. On va essayer plusieurs combinaisons. Les 6 vont jouer beaucoup de minutes pour nous, c'est évident. Pour que ça marche, tout le monde doit accepter ça, quels que soient les titulaires. Ça ne fonctionne que si toute l'équipe adhère. Je connais très bien 5 de ces gars et j'apprends à connaître Chris, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils veulent tous gagner et sont incroyablement compétitifs. Et donc il est confiant dans le fait que ça se passera bien. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça pour... quand il dit pour que ça marche, il faut que tout le monde accepte ça. Est-ce qu'il prévient Chris Paul? Il dit tout Chris Paul que tu es, il faut que tu apprennes, enfin que tu acceptes si tu es remplaçant. Ou est-ce qu'il dit aux gars qui sont déjà là installés depuis 10 ans, les gars, même si vous avez un statut d'indécrottable, il faudrait que vous acceptiez si je vous sors du 5. Comment tu le prends toi ça? Moi, je pense qu'il tâte le terrain. Après, pour qui je serais toujours tenté de dire que c'est pour Chris Paul surtout qui tâte le terrain. Tu vois, il est en train d'amener petit à petit la chose. Il met les formes, il prend les pincettes, sort la nappe, il met une fleur. Enfin bref, toutes les métaphores possibles. Mais ça me semble évident qu'en fait Chris Paul soit amené à un moment à sortir du banc. Après, voilà, avant qu'on commence les CQFR, tu as dit quelque chose qui a peut-être beaucoup de sens. C'est de se dire au début, il va peut-être mettre Chris Paul titulaire pour que Chris Paul se rende compte que c'est pas possible. Je pense que défensivement, c'est niveau taille et aptitude défensive, à ce stade de leur carrière, faire jouer Curry, Paul et Klay Thompson ensemble dans un 5 majeur, c'est trop compliqué. Ou que sur des petites séquences. Mais voilà, Klay Thompson, c'est plus le joueur qu'il est défensivement. Il a perdu évidemment de l'explosivité avec ses graves blessures. Chris Paul, il est âgé. Alors Curry défend de mieux en mieux, mais quand même, c'est pas non plus Marcus Smart. Et mettre les trois ensemble dans le 5, j'ai peur qu'en défense, ça soit... Et c'est petit en plus. Ah, je comprends. Je comprends, juste je pense qu'ils vont débuter la saison avec Chris Paul titulaire. Parce que pour des joueurs qui ont été titulaires toute leur vie et qui ont été. Un mec comme lui qui fait partie des meilleurs meneurs de tous les temps, il faut une espèce de transition. Je pense pas que lui pour l'instant en soit au stade où il se dit je vais être remplaçant. Je pense qu'il veut l'opportunité de montrer qu'il peut encore être titulaire en NBA et être bon en NBA dans un contexte comme celui des Warriors. Après, est-ce que Kerr va dire bah oui ok pas de souci et puis bah par contre si au bout de 10 matchs on galère pour les raisons que tu as évoquées, peut-être que là ils changeront quelque chose, mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont tenter comme ça. Et après la question c'est du coup qui c'est qui sort du 5? Est-ce que tu sors Kevin Looney et tu rejoues petit avec Draymond Green en 5? Est-ce que Clay, est-ce que ça peut pas être intéressant de le sortir du banc? Lui c'est pareil, il faudra qu'il l'accepte, mais je me dis peut-être que c'est pas infaisable. Et je redis, enfin d'ailleurs j'y repense, mais Draymond avait lui-même demandé à sortir du banc lors des derniers playoffs. Pendant un temps en tout cas, bon après l'incartade avec Sabonis, mais c'est quelque chose qui peut aussi lui effleurer l'esprit. Mais je sais pas qui sortirait du 5, mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont tenter Chris Paul dans l'idée, voilà, avec l'idée selon laquelle il est encore performant en défense. Et ça c'est le mystère parce que les derniers mois, la dernière saison avec Phoenix a été très compliquée sur le plan défensif pour lui. Donc c'est une vraie question. Moi j'ai l'impression qu'il a encore quelque chose en lui le côté compétiteur qui fait qu'il peut encore être bon en défense, qui peut être titulaire.
même Ouais, mais juste sur toute le une début de saison. saison, C'est ça, c'est la question. toute une saison, c'est. J'ai pas la réponse, mais j'ai quand même envie de voir en fait. J'ai quand même envie de voir. Je me dis que Clay, ce qui est un peu compliqué en le faisant sortir du banc, c'est qui va lui créer des opportunités, tu vois. Hmm. Klay Thompson, enfin, il a plus de dribble. Il a jamais été un grand dribbleur, mais là, il a plus la vitesse balle en main pour vraiment faire la différence. En tout cas, quand je dis il a plus de dribble, c'est une manière de parler. Bien sûr qu'il peut toujours le faire, mais à quel niveau et pendant combien de temps et tu vois, avec quelle efficacité? Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un créateur autour de lui. Alors, il peut toujours rentrer effectivement en sortie de banc et il y a Curry ou Paul qui restent sur le terrain à ce moment-là, mais je trouve que Chris Paul, de tous, c'est lui qui a le meilleur profil pour sortir du banc quand même. Mais Certainement. sur le début de saison, peut-être qu'en pré-saison, par exemple, déjà dès la pré-saison, en fait, ils peuvent tester. Ça ne m'étonnerait pas que sur le premier match de pré-saison, il y ait effectivement Paul, Curry et Klay Thompson dans le 5 majeur. Et ça leur servira déjà peut-être de petit test et les pousser ouais, à voir est-ce qu'ils essayent vraiment ça en saison régulière. Je pense que si Paul était titulaire, ce serait Looney qui sortirait du banc du coup Ouais. et qui jouerait très petit. Mais bon, Ouais, c'est le soldat quoi. pareil, tu peux pas le faire contre tout le monde quoi. Mais je suis sûr, enfin, je peux pas imaginer Chris Paul ne pas dire à Steve Kerr, non, non, mais je suis un titulaire, test, si ça va pas, pas de problème, je sortirai du banc, hein, j'ai plus 20 ans, mais c'est tellement un compétiteur forcené, maladif, je suis sûr que, enfin, qu'il en a discuté et il veut au moins l'opportunité de montrer qu'il peut encore le faire. Après, je n'ai pas la réponse sur est-ce que ça fonctionnera ou pas. J'aurais plutôt tendance à être optimiste parce qu'il apporte quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment eu. Finalement, en termes de playmaking, c'est vraiment un pur playmaker, même s'il a pris de l'âge. Et ouais, j'ai envie de voir. Je pense que voilà, mon pronostic, c'est qu'il sera titulaire en pré-saison, sauf catastrophe ou blessure. Je pense qu'il sera titulaire en début de saison aussi et qu'après petit à petit ils vont tester des choses et peut-être là qu'il sortira du banc et qu'on s'apercevra que c'est la meilleure solution. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je pense que Chris Paul sera titulaire. Yes, bah réponse à venir dans les prochaines semaines. On Ouais, est à un mois du début de la saison régulière, 29 jours précisément. Enfin non, un mois pile, parce que ce sera un mardi, donc enfin 29 jours, mais ça fait un mois. Donc bon, on a évidemment hâte de voir ça et de retrouver toutes ces équipes en action et pouvoir analyser tout ça. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR et donc ce soir, comme on l'a dit, late session à partir de 23h. Donc absolument. soyez au rendez-vous, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne YouTube le podcast d'hier, podcast sur les équipes et les joueurs qui ont le plus à perdre cette saison. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée.